de gestion de projet fait par les chefs de projet pour les chefs de projet. Je suis votre animateur, Jason Winters, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inaugurer un peu cette série de programmes avec Laurence Matsala, spécialiste en informatique, dans la gestion de projet et dans la cybersécurité. Mais avant de commencer ce programme, justement, il est destiné aux chefs de projet, et c'est vrai que beaucoup de fois, on entre dans la profession sans savoir ce que c'est, et on devient par hasard qu'en fait, on devient chef de projet. Donc, des fois, c'est un peu comme ça. Et puis, je veux savoir, le cas de Laurence, comment c'est. Mais avant de commencer, pourquoi est-ce que je fais ce premier épisode en français? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, j'ai débuté ma carrière dans les gestions de projet, dans l'industrie pétrolière, dans une société française, havraise, plus précisément. Et puis avec elle, j'ai pu faire le tour du monde, j'ai rencontré plein de gens, plein de pays. J'ai des amitiés encore aujourd'hui que je cultive, donc ça m'a vraiment marqué la vie. Donc il fallait que je rende hommage justement à cette expérience. Et puis voilà. Donc revenons à nos moutons. Laurence, bienvenue au programme. Je vous remercie. Et on peut se tutoyer, même si c'est un programme, puisqu'on se connaît Ah, déjà, donc c'est bon. oh, ouais, c'est Mais vrai, en on se connaît fait, bien. je veux savoir qui est Laurence Matsala et comment est-ce qu'elle a découvert la gestion de projet. Moi, je suis tout à fait ravie de faire partie de ce programme. Alors, je pense que c'est une très bonne idée de gérer des projets par la perspective des PM. Donc, on est tous, en fait, on partage la même passion. Et donc, moi, en fait, je suis tombée par hasard dans ce métier. C'est une profession qui m'a choisie, en fait, plutôt que je l'ai choisie. Mais je dois dire qu'à ce niveau, j'en suis très ravie. Donc, Super. ouais, c'était il y a quelques années et depuis, bon, ben, la trajectoire a pris d'autres directions, mais toujours très satisfaite de mon métier de PM. Et toujours resté dans le domaine depuis que tu as commencé, tu as pris cette passion et tu largues plus. Et oui, donc ça, en fait, ça a démarré il y a quelques années tout à fait par hasard. J'avais été embauchée pour faire partie d'une équipe et la personne qui était PM, donc en fait, m'avait justement embauchée en me disant, Laurence, je vais en fait partir dans quelques mois, donc dans quelques mois, ce sera à ton tour de prendre le poste de PM. Et donc, j'avais une petite idée, mais c'est pas vraiment avant d'avoir l'idée. C'est vraiment en tenant le poste de paysanne qu'on se rend compte que oui, donc c'est tout son propre univers. Et donc, j'étais couvert à ce moment-là. Tu sais que moi, c'est un peu pareil, puisque j'ai vu un annonce dans un journal et on m'a dit, oui, en fait, ce que je cherche, c'est un gestionnaire de commandes. Je veux quelqu'un qui va prendre des commandes dès le début, qui va accompagner, qui va se faire le suivi, qui va se communiquer avec les clients, des choses comme ça. En fait, on n'avait pas dit que c'était un chef de projet. Et à l'époque, être chef de projet, c'était quelque chose. C'est-à-dire que on mettait du temps pour arriver à ce niveau-là. On commence en étant soit un gestionnaire, soit un coordinateur, puis on est coordinateur senior. Et puis tout d'un coup, maintenant, on est chef de projet. Moi, j'ai mis facilement 8 à 10 ans pour avoir le poste officiel de chef de projet. Et oui, donc j'aurais bien voulu avoir ce temps également, mais il y a une bonne expression, hein. Donc euh, c'est comme j'ai appris à nager en fait en tombant dans la mer, et donc c'était à peu près la même façon. Donc bon, enfin ça s'est bien déroulé. Donc je faisais partie d'une bonne équipe, donc ça a beaucoup aidé, hein, donc de ce côté-là. Et tu sais Et qu'à l'époque, le PMP, le PMI, c'était pas vraiment, enfin, c'était quelque chose, mais c'était pas hyper répandu dans toutes les industries. Et quand moi j'ai fait le mien, c'était en 2011, si je me trompe pas. C'était déjà, oui, maintenant dans l'industrie lourde comme pétrolière, c'était recommandé que tout le monde ait son PMP. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est le standard, c'est global.
et je veux te féliciter publiquement, puisqu'en fait, tu viens juste de faire cette conquête, de réaliser cet objectif. Et puis, je veux savoir comment tu l'as fait, comment tu l'as préparé. Et puis, en fait, tu as passé du premier coup, qui s'est pas toujours évident non plus. Donc, toutes mes félicitations. Mais dis-nous, comment tu as fait pour préparer ton PMP? Je te remercie pour la reconnaissance parce que c'est vrai que je me, j'ai démarré ce grand parcours à partir de janvier dernier. Donc, j'étais déjà PM avant, mais on m'avait conseillé justement de formaliser mes connaissances. Et donc, j'ai suivi le conseil. Et c'est vraiment un bon conseil parce que je crois que ça va m'aider dans le futur de décrocher d'autres postes de PM. Donc, donc, j'ai démarré ça en janvier. Et donc, par l'intermédiaire d'une personne, j'ai trouvé un sous-traitant qui, qui m'a aidé à la préparation de l'examen. Donc, j'ai suivi une petite formation, hein, comme ils appellent. Et puis après ça, j'ai passé, je dois dire, plus ou moins 3 mois à étudier, comme on dit. Donc, je me suis trouvée étudiante pendant 3 mois et j'ai vraiment bossé. Je dois dire, c'est un examen qui est quand même assez long, assez important. Et donc, et mon but, c'était de passer la première fois. Donc, et donc, j'ai passé à peu près 6 à 10 heures par semaine. C'est quand même assez important, hein. Donc, et pendant 3 mois, je gérais tout ça et dans mon emploi du temps. Et puis, donc, un jeudi, en fin de matinée, je l'ai, je l'ai fait. Et donc, et le lendemain, j'ai eu les résultats et j'ai vraiment très ravie des résultats. Donc, Et moi, à l'époque, quand j'ai fait le mien, c'était online aussi. Mais la sensation que j'avais, c'est qu'en fait, on appuyait terminer l'examen. Et à l'époque, on recevait immédiatement la réponse. On savait tout de suite si on avait passé ou on n'avait pas passé. Aujourd'hui, je vois qu'ils font des contrôles pour savoir si tout s'est bien ouais, déroulé, s'il n'y a pas eu de exactement. problème pendant l'examen. Mais à l'époque, c'était immédiat. Et puis, je te jure, j'étais dans une salle et puis j'avais terminé du style 2 heures après. Puis, il y avait encore plein de monde. Et puis, c'est un truc qui durait 4 heures. Et puis, quand j'appuie Enter et je vois, vous avez passé, je saute de mon siège. Je dis, super, ouais! Et puis, on me regarde, on me dit, attends, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis, monsieur, s'il vous plaît, hein, il y a des gens qui bossent, hein. Enfin, donc, c'était comme ça. Donc, moi, je te jure, c'est comme un poids qui nous enlève et puis on devient, enfin, c'est vraiment une émotion très très forte. Écoute, donc l'émotion, j'ai dû attendre 24 heures à peu près. Donc, entre-temps, j'étais un peu angoissée parce que j'ai pas eu les résultats immédiatement. Mais je dois dire que c'était quand même une victoire pour moi. Donc, je vais dire c'est une victoire parce que c'est vrai. Une victoire qui est à célébrer, hein. Donc, j'étais très contente. J'allais te dire, est-ce que tu as bien fêté cette conquête puisqu'en fait, tu mérites? Écoute, je l'ai fêté, oui. Super. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, ouais, je sors de l'école, je peux tout de suite faire mon PMP. Mais en fait, ce qu'on recommande vraiment, c'est un peu d'expérience, au moins 3, 4 ans, 5 ans dans la profession pour essayer justement de comprendre un peu dans le monde actuel comment ça marche, pour avant de passer ça, puisqu'en fait, c'est pas théorique. Tu as plein de situations réelles avec plein de choix, plein de pièges, plein de réponses bonnes, et à toi de choisir la bonne réponse. Écoute, je dois dire sur ce sujet, je suis tout à fait d'accord. Donc, parce que la pratique et la théorie ne sont pas pareilles. Donc, avoir un peu de pratique aide à comprendre les sujets présentés pendant la préparation. Donc, moi, j'ai apprécié. Et surtout, je crois que depuis les 2 dernières années, PMI, c'est est partenaire avec Scrum Alliance. Donc, ils ont adopté une, euh, une perspective beaucoup plus agile qui est très importante pour la préparation
de l'examen. Donc, comme j'avais déjà pratiqué beaucoup de projets agiles, et ça m'avait beaucoup aidé. Donc, j'étais déjà beaucoup, je connaissais, comme, j'avais beaucoup de connaissances sur ce sujet. Donc, tous les termes au sujet agile m'ont m'ont beaucoup aidé. Mais d'un autre côté, en sachant autant, il y a, je me, j'avais des soupçons, en fait. Je me dis peut-être que mes connaissances vont être une petite barrière. Donc, en même temps, tu vois. Donc, c'était un peu stressant de ce côté. Tu as raison, puisque des fois, c'est du style, oui, mais je travaille dans l'industrie depuis 10 ans, et puis Emma, elle va me dire c'est le contraire. Est-ce que je suis la bonne pratique ou est-ce que je sais comment ça marche vraiment dans le monde dans lequel on vit et comment on fait? Comment faire la différence entre les deux? Tu as raison. J'ai eu le même type de réflexion. J'ai dit, écoute, et c'est pour ça qu'à l'époque, nous, à l'époque, il fallait avoir 60% pour passer. Aujourd'hui, je crois que c'est 80, donc c'est beaucoup plus costaud, hein, je dirais. Mais en fait, pour moi, il fallait que je passe au moins 10% au-dessus de ça, 3 fois de suite, pour me convaincre qu'en fait, je pouvais faire la différence entre le monde dans lequel je travaillais et la bonne pratique. Et, et c'est en fait, c'est un très bon conseil. Donc, pour toutes les personnes qui, en fait, qui sont intéressées au PMP. Donc, en pratiquant les examens blancs. Donc, c'est très important. En fait, je crois que c'est parce qu'en fait, l'examen dure plus de 3 heures. En fait, pour moi, c'était plus de 3 heures. Et donc, c'est quand même 3 heures à réfléchir aux questions et aux réponses. Donc, en pratiquant ces examens blancs et justement d'avoir un but de 80% est une bonne méthode justement pour avoir une petite idée. Est-ce que ça va, est-ce que je vais pouvoir le faire? Donc, ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai fait peut-être 4, 5 fois. Excellent. Bon, on va passer un peu à ton métier, puisqu'en fait, tu es de l'informatique, de la cybersécurité. Donc, je voulais que tu nous expliques un petit peu comment tu appliques la gestion de projet dans ce métier et qu'est-ce que ces bonnes pratiques de Agile avec maintenant, avec ton PMP, comment est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vas faire pour utiliser ces bonnes pratiques dans le métier? C'est une très bonne question parce qu'il y a entre la cybersécurité et le métier de PM, en fait, il y a des points en commun et surtout au sujet du risque. Donc, un bon PM, donc, porte le chapeau du risque. Et donc, en cybersécurité, il y a aussi le même point de vue. Donc, ces liens communs aident beaucoup. Donc, et un petit exemple, en fait, serait s'il y a un risque au sujet de développer une fonction qui, en fait, qui passe par l'intermédiaire d'un autre système informatique. Quel est le risque entre ces deux systèmes? Donc, au niveau sécurité, au niveau PM, il y a ces points en commun. Moi, je dirais que l'autre jour, quand on se parlait l'autre jour, on se disait, bah, écoute, quand on est PM, c'est le risque. On pense au risque tout le temps. Et ça fait que même dans notre vie, le jour, le quotidien, on voit qu'on est toujours en train d'appliquer la gestion des risques partout. Et je vois que pour la cybersécurité, dans l'industrie pétrolière, on voit qu'en fait, c'est quelque chose, hein. Et c'est de plus en plus structuré. Il y a même des protocoles, des certifications qu'on doit avoir pour pouvoir justement fournir quelques produits, quelques services pour certains clients. C'est vrai. Et je dois dire, oui, dans cette industrie, la gestion du risque est vraiment très importante. Donc, au niveau sécurité, la gestion du risque est
est importante. Donc, et en fait, elle est importante également. Et en fait, elle est gérée à peu près de la même façon. Donc, on a un registre du risque en PM et il y a un registre de risque en cybersécurité aussi. Donc, des points communs. Et donc, d'avoir ces connaissances du côté PM et du côté sécurité. Donc, on- je crois qu'il y a une gestion du risque qui est pas plus facile, mais elle est moins difficile. Moi, je dirais que j'ai eu un cas, une expérience récente, où on me dit, bah, écoute, quels sont nos risques dans la cybersécurité? Et on ne dit pas en informatique. J'ai dit, mais pourquoi on ne commence pas d'abord par l'informatique? Et dans l'informatique, on dit, puisqu'il y a plusieurs types de risques qu'on peut avoir. On peut avoir l'infrastructure, on peut avoir les câbles, on peut avoir la cybersécurité. Il y a plein de choses que je vois que des fois, les sociétés ont tendance à mélanger en disant qu'en fait, notre grand risque, c'est la cybersécurité, c'est pas forcément l'informatique. Et oui, et donc les discussions autour des risques cybersécurité n'est pas si il va y avoir un risque, c'est quand il y aura un risque qui va déclencher un incident. Donc, il y a, il y a vraiment un grand changement de ce côté. Avant la plupart des grands chefs d'informatique, surtout au niveau sécurité, se disaient, il y a un risque, maintenant la question est quand il y aura un risque. C'est un Donc grand changement. forcément, il va y avoir quelque chose. Il faut qu'on soit prêt, préparé pour justement répondre à ce risque-là, pour traiter. Mais en fait, ça va arriver. C'est ça ce que tu Ça dis? va arriver. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des schémas de phishing, de plusieurs types de menaces qu'on voit, qu'on on voit même pas, puisqu'en fait, c'est en train d'évoluer autant que l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je suis tout à fait d'accord de ce côté-là. Donc, il y a de il y a de grandes menaces, comme tu l'as dit parfaitement. Et ces grandes menaces, en fait, sont traitées d'une façon très technique. Mais la menace la moins technique sont les humains, les personnes. Donc, chaque jour, on est tenté par des emails, par des textes, des textos, des coups de fil, donc qui essayent de nous tenter et de dire vous avez gagné la fortune ou alors votre compte bancaire a été compromis, appelez-nous tout de suite. Et donc il y a de ce côté-là la menace humaine qui est psychologiquement, en fait, on est manipulé par ces menaces, par ces acteurs qui n'ont pas vraiment de bons motifs. Donc, il faut Qu'est-ce faire qu'on peut avec. faire pour la progression de IA? Puisqu'en fait, je vois d'un côté, c'est positif, mais de l'autre côté, c'est négatif. Il y aura toujours des mauvais acteurs qui vont toujours essayer de manipuler, de exploiter les gens qui sont un peu moins, comment dire, moins préparés pour ce genre de situation. Comment tu vois ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous protéger? Écoute, de ce côté-là, c'est une très bonne question parce que la préparation, en fait, il y a une chose toute simple à faire. C'est que si c'est un coup de fil, si c'est un texto, si c'est un mail, on ne reconnaît pas la provenance, en fait, de s'arrêter pour une, une ou deux secondes et se dire, mais je ne connais pas, en fait, la provenance. Ça ne me dit rien. Donc, en fait, c'est de prendre une toute petite pause avant d'ouvrir, de cliquer ou de répondre au téléphone. Et si on a un doute, non, de dire non, d'effacer. Donc, c'est quelque chose de tout simple, mais je crois qui est très pratique. Je crois il y a des campagnes que je vois dans plusieurs sociétés
ou même avant de démarrer un call comme le nôtre, ou même sur nos écrans, quand on bloque l'écran, on va soulever, on va prendre de l'eau, on va faire un petit tour du coin. On met des alertes de sécurité, ou enfin, on essaie de dire, mais en fait, je vois qu'aujourd'hui, avant, c'était une phrase. Maintenant, je vois, il y a trois ou quatre, et puis cliquons sur le plus commun, et je vois qu'il y a tellement de choses que maintenant, même notre chef de cybersécurité fait des vidéos quasiment semaine, hein. Enfin, toutes les semaines, c'est hebdo. On essaie justement d'informer les gens quel est le dernier les dernières nouvelles qu'on doit être au courant. Et au niveau des entreprises, il y a, en fait, il y a beaucoup de protection, hein. Mais au niveau personnel, il y a nettement moins de protection. Donc, donc ce petit conseil que j'ai partagé, c'est justement de prendre des précautions très basiques, mais en fait qui est très, qui est disponible à tous. L'autre jour, j'avais un de mes fournisseurs je crois que c'est le TVA câble, j'ai aussi l'Internet avec eux. Et en fait, je reçois un email, et en fait, il y a le logo de la société, il y a un email de la société, ça a l'air complètement correct, normal. Mais en fait, il y avait juste deux petits points dans l'email, dans l'adresse email, qui me montraient qu'en fait, c'est du bidon, ça, c'est pas du vrai. Mais si je n'avais pas fait attention, je m'aurais fait, puis j'aurais tombé dans le piège. Maintenant, Et c'est très subtil maintenant. ils sont très malins, hein. Ils sont très malins. Donc, donc je crois que les populations, les groupes quand je dis les populations, les groupes de personnes qui ont moins de, C'est susceptible, quoi, je veux dire, peut-être. ils sont susceptibles. Je dois dire, c'est que quand je vois qu'il y a des protections qui sont beaucoup plus disponibles quand tu fais partie d'une entreprise. Mais quand tu es une personne qui travaille pour soi-même ou d'autres Ah, personnes qui d'accord. n'ont pas vraiment d'emploi en, par une grande entreprise ou même les plus petites entreprises, il y a moins d'accès aux protections. Donc, de ce côté-là, il y a du progrès à faire. Mhm. Super. Alors, Laurence, Oui. est-ce que tu as, pour dire à nos spectateurs, je ne dis pas les téléspectateurs, mais c'est peut-être les internautes spectateurs, euh, dis-nous quelque chose dans ton expérience, et je vais parler un peu de l'informatique, de la cybersécurité. Tu viens juste de donner des conseils très valables. Mais si quelqu'un voulait justement se lancer dans la cybersécurité, je vois il y a un chemin technique et un chemin peut-être, moi j'appelle le business, où on peut peut-être poursuivre la partie plus liée aux gestions de projet. Comment tu vois cette distinction et quels sont tes conseils? Alors, le premier conseil que je peux partager, en fait, est un conseil que j'ai suivi moi-même. Donc, en fait, c'est de, euh, en fait, de chercher des groupes, des petits groupes sur Internet qui sont là pour, en fait, engager les personnes qui s'intéressent à la cybersécurité. Donc, ce sont des groupes ici aux États-Unis, on appelle ça Meetup. Donc, il y a plein de groupes Meetup. Donc, les personnes intéressées au sujet cybersécurité peuvent démarrer là. Donc, et la pratique est là, en fait le sujet le plus important. Donc, ce ne sont pas les licences ou les masters des grandes universités. Donc, ça, c'est important aussi, mais la pratique, en fait, est un bon commencement. Donc, aussi les certifications comme le PMP. Donc, il y a une voie beaucoup plus technique en fait, de s'intégrer sur ce chemin et de s'inscrire. Il y a aux petites écoles qui forment les techniciens
cybersécurité. Et l'autre Donc, il y a jour, plusieurs chemins. l'autre Vas-y, jour, on dis. se disait que quand on voit dans l'informatique, puisque ce n'est pas mon métier, mais des fois, on voit une dizaine de certifications après le nom de la personne. Et je disais, écoute, dans le monde des PM, c'est PMP et peut-être maintenant, on a le PMO, puis on a le CPMAI qui est pour l'IA. Mais je vois que pour l'informatique, en particulier peut-être la cybersécurité aussi, il y a des tas de certifications qu'on doit imaginer. Donc, pour que ça soit pas trop pour une personne, est-ce qu'il y a une logique à suivre ou il y a juste à toujours actualiser chacune? Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de voies et de chemins à, à parcourir au niveau technique. Donc, moi, j'ai remarqué ça aussi. Donc, quand quand j'ai commencé mon parcours. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a euh, la bonne façon, en fait, c'est d'avoir des bonnes connaissances basiques, en fait. Et donc, Security Plus ou alors A Plus, il y a une compagnie qui s'appelle CompTIA qui offre toutes ces petits, comment tu appelles ça? Ces petits titres à côté, toutes les lettres. Donc, Des et petites donc, sigles, quoi. Je veux dire, je sais pas, les trois, quatre lettres ouais, qui des voilà. fois font la différence entre un emploi. On peut dire, écoute, moi, j'exige un minimum de certification ou j'exige toutes. Donc, c'est ça ce que. Enfin, moi, comme je suis pas dans le métier, je me demande. Des fois, tu as des certifications plus anciennes et qui maintenant qui peuvent être actualisées aujourd'hui. On essaie de regrouper dans d'autres. Dans d'autres genres de certifications, c'est juste pour mon éducation à moi. À ton avis, on dit toujours ayez un métier avant de devenir PM. Ok, j'ai rien contre. Mais quand on dit ça, et puis on a le temps est fini, quoi. On peut pas penser que est-ce que j'ai le temps de faire tout ça? Et aujourd'hui, on veut tout immédiat. Comment on va faire pour à la fois avoir la certification dont on a besoin et la correcte pour avoir un emploi, puisqu'aujourd'hui, c'est le marché de travail n'est pas évident. Le marché du travail n'est pas du tout évident. Je crois qu'un conseil qui est pratique aussi, donc, c'est par l'intermédiaire des meet-up ou d'autres groupes, donc de trouver en fait une ou deux personnes qui pourraient donner du bon conseil à ce sujet. Donc, surtout sur une personne qui démarre juste leur carrière, tu vois, ou même une personne en fait, qui veut changer de carrière. Donc, ils étaient en fait instituteurs ou profs. Donc, ils ont une bonne, en fait, ils ont déjà l'éducation. Donc, comment obtenir les certifications qui les aideraient à démarrer dans ce métier. Donc, moi, je crois que ça aide beaucoup d'avoir une personne qui peut en fait donner du bon conseil et de choisir la bonne certification. Tout dépend des intérêts. Donc, parce que au niveau cybersécurité, il y a beaucoup de choix en fait. Il y a énormément de choix. Donc, elles sont des choix très spécialisés. Donc, avant de démarrer, de faire un peu de recherche et en fait, d'avoir des conversations, de trouver des mentors, pas des mentors, excuse-moi, il y a le mot anglais qui m'a Oui, les échappé. menteurs aussi, on dit les menteurs. Même l'autre jour, j'avais le doute, mais on dit menteur, officiellement, c'est menteur. Le mentor, Euh, hein. donc, Qui des fois, c'est des menteurs, mais on va pas parler de ça. et donc, oui, exactement. Donc, donc voilà, je dirais de trouver un bon mentor. Et même, et si le mentor euh, n'est pas la personne, donc de trouver une autre. Donc, c'est pour ça d'avoir deux ou trois aide beaucoup. Donc, parce que c'est pas avoir plus de conseils, mais avoir du bon conseil. Alors, pour les gens qui sont en train de suivre notre programme, est-ce qu'ils peuvent te contacter pour que toi, tu donnes des Abs- conseils? Absolument. Ils peuvent me contacter directement par l'intermédiaire de LinkedIn et je répondrai en français, en anglais.
Et, et D'accord. bon, De toute façon, je vais mettre le lien de notre conversation, puisque ça va être sur YouTube. Mais en fait, on aura des extraits sur LinkedIn et puis ils peuvent te chercher à la fois pour la cybersécurité, mais aussi pour le PMP pour le et tes PMP, expériences. Bon, euh, Laurence, ça m'a fait très plaisir de t'avoir sur mon programme aujourd'hui. Et on est ton première invitée. Donc, merci d'avoir accepté le challenge. Et puis, ça m'a fait plaisir de te recevoir. écoute, je te remercie beaucoup pour l'accueil très chaleureux et j'ai beaucoup apprécié cette conversation. Donc, j'ai appris beaucoup de ta part aussi. Je te remercie. Bon, merci beaucoup, Laurence. Merci à tous. Et puis, euh, soyez attentifs puisque les prochains épisodes seront en portugais, comme on dit en portugais, en espagnol, en anglais, dans toutes les langues. Enfin, on va faire le tour du monde pour rencontrer les chefs de projet autour du monde. Donc, merci beaucoup, Laurence. Merci pour les autres et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.